Ok, c'est en direct. Bon, c'est parce que si j'attends que ça commence, c'est là que je manque du stop. Là, je suis obligé de lui dire attends. Je le laisse aller, puis après, je peux y monter. C'est en direct, là. Là, je la laisse rouler, là. De même, on est sûr d'avoir de... Oui. Les gens vont s'en on libère on va inviter les panélistes qui veulent rester à joindre aux gens. On va inviter, on va faire un switch. Oh oui, les gens vont se lever pour moi, je veux quand même dire un petit mot c'est qu'on est né de la manière.
Ah oui? Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, on se retrouve à peu près 1000 devant les bureaux de Jean Charest pour réclamer sa démission et une commission d'enquête. Je vais passer la parole à Claudine qui va présenter le déroulement de la soirée. Et elle va vous parler aussi un peu de l'esprit du mouvement du 24 septembre. Donc, bonjour tout le monde. Je veux commencer par dire, vous voyez plein de caméras. La soirée est retransmise en direct sur Internet. Alors, je salue aussi les gens à la maison. Je vous invite, il y a aussi une équipe média qui est là. Donc, c'est le mot-clic 11 avril. Ceux qui ont envie de faire du tweetage en direct, on va aussi répondre aux questions des gens qui sont à la maison. Donc, voilà, Patrick a parlé du début, un peu du mouvement du 24 septembre, où on a commencé par faire différentes actions de mobilisation. Mais, rapidement, en fait, on s'est tourné vers le fait d'encourager les citoyens à la participation citoyenne. Donc, on a essayé d'inciter les citoyens à prendre d'assaut, en fait, à investir les conseils de ville, les espaces qui sont démocratiques à notre disposition. Donc, on l'a fait. Il y a plusieurs personnes ici aussi ce soir qui ont exercé ce droit démocratique-là d'investir les conseils de ville pour poser des questions aux élus qui sont, bien entendu, imputables devant nous. Et en fait, on a discuté avec différentes personnes et finalement, le bilan général, je dirais, que l'on fait de ces expériences de participation citoyenne est somme toute assez négatif. Le sentiment général qui se dégage, c'est que les citoyens sont peu considérés par les élus en général et qu'on a très peu de pouvoir, au fond, sur les décisions politiques et les décisions qui nous concernent pourtant directement. Alors voilà l'idée d'organiser une soirée ce soir, une soirée à laquelle vous êtes conviés. C'est un débat, en fait, sur la participation citoyenne, qui va se passer en trois moments différents. Donc, il y a 3 blocs. Le premier, ça commence par les panélistes qui ne sont pas là, mais qui vont rapidement venir nous rejoindre. Oui, vous pouvez venir, les chers panélistes. Donc le premier bloc, c'est... en fait, il y a 5 panélistes invités. Avant chaque intervention des panélistes, il y aura la projection d'un court vidéo à peu près de 2-3 minutes qui va faire un lien avec les présentations des panélistes. Ensuite, eh bien, c'est la période de questions. C'est Patrick qui va animer la période de questions. Évidemment, les questions s'adressent directement à nos panélistes invités. On va prendre une pause après. Si vous avez le goût d'aller chercher de la bouffe, on peut manger ici. Et au retour, là, c'est le temps de prendre le micro aussi pour présenter des mouvements. Il y a plusieurs personnes ici dans la salle qui font partie de mouvements citoyens ou qui ont partie de différentes initiatives individuelles. Donc, vraiment, c'est le temps de venir présenter vos idées. Donc, voilà pour le déroulement. Alors, on commence par... je vais faire une petite brève présentation, peut-être, des panélistes invités. Donc, d'abord, il y a Sébastien Grelier, qui est citoyen, alors profession citoyen, qui va nous parler. Profession citoyenne, oui. Alors, qui va nous parler de ses différentes expériences de participation citoyenne et un peu de ta vision, je crois, de la citoyenneté, dans le fond. Il y a M. le maire, parce qu'il nous fallait un élu, bien entendu, pour avoir une perspective la plus étendue possible. Donc, M. le maire, oui. En fait, ça prenait quelqu'un pour répondre à des questions bien précises, je pense. Donc, M. Croteau qui est là pour nous parler évidemment de la perspective d'un élu et des défis. Parce que les défis, quand on parle de démocratie participative, ça pose des défis pour un élu, je crois. Donc, il va nous parler de ça. Il y a Mme Danielle Bédard, avocate. Alors, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Mme Bédard est... avocate, je disais, mais également une citoyenne de Sainte-Julienne qui s'est vraiment battue, je dois dire, dans sa municipalité, directement sur la ligne de front. C'est très impressionnant. Elle s'est battue pour la démocratie, pour la transparence aussi. Alors, on est très content de vous avoir avec nous. Et avec votre perspective, on va parler aussi des enjeux hors Montréal, évidemment, parce qu'il n'y a pas que le règlement P6 qui actuellement brime nos droits et libertés. Dans différentes municipalités, il y a beaucoup de règlements internes qui, petit à petit, mais finalement, tasser pour que tout le monde puisse le voir. Michael Fortin, cinéaste, réalisateur du Média indépendant, qui filme ce soir, donc 99% médias, qui vient nous parler de l'importance des médias indépendants dans le débat démocratique. Donc, voilà, je vous laisse la parole. On va commencer par une petite projection. Et ensuite, Sébastien, tu enchaîneras ton intervention. Envie, avant de poser la question, de demander s'il y aurait des gens dans la salle, ici, peut-être des membres du conseil exécutif qui auraient envie de saisir l'occasion de nous présenter des excuses. Votre première question a été posée. Non? Non? S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Monsieur le leader, Madame, vous avez droit à votre opinion comme les autres personnes. Il y a des allégations qui sont faites contre nous. C'est des allégations, pas des choses prouvées. Vous pouvez tirer quelles conclusions que vous voulez. Quand je viens à Montréal poser des questions à ce forum de questions citoyennes, ainsi que mes concitoyens de la salle, Mme Barbe nous fait répondre qu'on devrait se limiter à poser nos questions à l'arrondissement de la salle. Mais quand on le fait à la salle, la mairesse nous limite dans nos questions et dans le temps, et en nous interrompant et en coupant le micro quand on pose nos questions citoyennes. Alors ma question, Mme Barbe, où devrait-on poser nos questions? merci pour votre question. Président, c'est que le citoyen ici, M. Daou et ses collègues qui fréquentent autant l'enceinte de Montréal que celui de la salle, ne réalise pas que le règlement de régie interne de la période de questions du Conseil de ville est complètement différent, mais vraiment différent, du règlement de régie interne de la période de questions du Conseil d'arrondissement. Ici, on a un règlement très particulier sur le nombre de minutes, sur la préambule pour la question et le temps pour répondre à la question. Ce type de règlement-là n'existe pas en arrondissement. Le règlement est clair en arrondissement. Vous venez au micro et vous posez votre question. Vous pouvez avoir un court préambule du genre « J'ai lu dans le journal, j'ai entendu à la radio, alors voici ma question ». Mais la... On a une version qui n'agra pas. Bon. C'était Manon Barre, c'est pour ça. J'aurais envie, avant de poser la question, de demander s'il y aurait des gens dans la salle, ici, peut-être les membres... Ne disent pas que le règlement de régie interne de la période de questions du Conseil de ville est complètement différent, mais vraiment différent, du règlement de régie interne de la période de questions du Conseil d'arrondissement. Ici, on a un règlement très particulier sur le nombre de minutes, sur la préambule pour la question et le temps pour répondre à la question. Ce type de règlement-là n'existe pas en arrondissement. Le règlement est clair en arrondissement. Vous venez au micro et vous posez votre question. Vous pouvez avoir un court préambule du genre « J'ai lu dans le journal, j'ai entendu à la radio, alors voici ma question ». Mais la notion de préambule qui peut durer 1 minute n'existe pas en arrondissement. Et malheureusement, certains citoyens ont de la difficulté à faire la part des choses lorsqu'ils sont ici et lorsqu'ils sont à l'arrondissement. Alors c'est pour ça que je rappelle à l'ordre régulièrement M. Daou. Que comptez-vous faire concrètement pour nous rembourser l'argent qui nous a été volé? D'accord, la question a été posée. Monsieur le maire. On a demandé au contentieux de la Ville de Montréal d'évaluer la situation et nos recours. Et lorsqu'on aura l'opinion du contentieux, on sera en mesure de dire ce que nous allons faire. Trouvez-vous que le rôle d'un maire, que le rôle d'un élu en général, c'est davantage de se faire informer relativement passivement, ou c'est de chercher des informations? On a toujours travaillé en équipe avec sa formation, le but de vivre en intérêt des citoyens et des citoyennes. C'est pas en changeant en fait les gens en place qu'on va pouvoir regagner la confiance des institutions. À mon avis, il est impératif de les réformer d'une façon profonde. C'est la seule façon qu'on est citoyen, on pourra regagner confiance dans l'administration des élus. Dommage, si vous êtes en poste et c'est à votre aire, vous allez devoir vivre ça. Donc, moi, ce que je veux comprendre, c'est quelles mesures allez-vous mettre en place pour que la gestion soit plus transparente envers les citoyens, pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Je vous mets au défi d'y aller vers la web diffusion pour permettre aux citoyens eux-mêmes d'apprécier la balance entre une apparence d'excès de pouvoir, d'expression citoyenne et de ce que vous en faites. Donc, Mme Barbe. La notion pour moi, M. le Président, de la majorité, c'est 50 plus 1. Actuellement, c'est la minorité des arrondissements qui sont sur le web.
Merci. Ah, Merci. donc, il y a de l'avenir. Merci. Bonsoir. Merci, M. Daou. Ça sert à quelque chose qu'on fait là, comme citoyen? Est-ce que ça sert à quelque chose, selon vous, qu'on prenne la peine de se déplacer, de prendre une soirée pour prendre la parole comme ça devant les élus? Est-ce que ça donne quelque chose à votre avis? Oui, oui. M. Benjamin me suit d'ailleurs sur Twitter. Regardez, est-ce que ça sert à quelque chose de la vie démocratique? Je pense que oui. Il me semblait que ce qui m'étonne, mais je vous le disais tantôt, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas 250 personnes ici ce soir. Voilà, ça me déçoit. Ça me déçoit. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Moi, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais en fait, tous ces images-là m'enragent. En fait, c'est le sentiment de mépris qui est dirigé envers tous les citoyens quand on ne se fait pas répondre, en fait, vraiment à nos questions. Ce que je voulais faire ce soir, c'est premièrement juste me présenter d'où j'arrive. Je suis un gars blanc de 35 ans, québécois, né à Montréal, issu d'une famille de classe moyenne. J'ai un bac en administration de l'Université McGill, en fait, puis maintenant, aujourd'hui, je travaille dans une coopérative de travailleurs. On est en mode autogestion, sans patron. Je suis un simple citoyen, je ne suis pas professionnel de ça, pas du tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que d'où on arrive a vraiment une très grande influence sur comment on pense et comment on voit, en fait, notre vie en société. On m'a demandé ce soir de parler de mes expériences de prise de parole. Ce que je voulais faire, c'est de commencer par essayer de définir c'est quoi la citoyenneté. Bien entendu, ce ne sera pas complet, ça va être une approximation, mais je pense qu'on peut aller de l'avant avec ça. Je voulais aussi voir les menaces qui pèsent, en fait, envers les citoyens, envers ce statut-là, qu'on a ici. Aussi, quelques moyens de défense. Comment on peut arriver ou comment on pourrait arriver à vivre mieux notre citoyenneté. Pour la définir, c'est complexe, difficile, là. Je pense que d'en parler sans parler des valeurs qui la sous-tendent, comme l'égalité, comme la liberté, c'est fondamental de faire ça. Ça suppose un cadre démocratique. Depuis environ 300 ans, je pense que le monde a compris qu'il n'y a pas un bon roi qui peut gouverner et qui peut avoir tous les pouvoirs entre ses mains. On a compris qu'il fallait balancer les pouvoirs, en fait qu'il fallait les séparer. Bon. Aujourd'hui, ça reste encore probablement à faire. On est dans un long chemin. Je ne suis pas sûr qu'on évolue, mais ça a l'air que c'est ça. Généralement, on peut définir la citoyenneté comme une relation entre les individus. C'est un mode d'appartenance à une communauté. C'est une façon d'affirmer son identité aussi. Je suis d'accord avec cette définition-là. C'est un concept en mouvement. C'est un concept qui n'était pas pareil dans les années 1830, où est-ce que, en fait, être citoyen, c'était jugé d'être, si on veut, appelé comme un révolutionnaire. On était sujet du roi à ce moment-là. En fait, dans les années 70, ça a changé, et aujourd'hui, c'est encore différent. Je pense que pour mieux comprendre la citoyenneté, il faut quand même voir ça sous différents aspects. On a l'aspect légal, qui est comme... qui est valable et qui est attribué par une charte, par la Charte des droits et libertés et aussi par les lois. C'est une façon passive d'être citoyen, en fait. C'est quasi universel pour les gens qui habitent sur un territoire, comme pour ici. Il y a l'aspect social, qui est l'aspect, en fait, des normes qu'on s'est données un peu en société, qui nous régissent. C'est un accord tacite entre les gens qui habitent un territoire. Bien entendu, c'est important de rester dans le cadre de la norme, parce que sinon, ça pourrait être mal vu. Il y a l'aspect politique qui m'intéresse le plus, en fait, de la citoyenneté. Je pense que c'est le moment où est-ce que les individus prennent conscience de qui décide, qui mène sur un territoire. C'est aussi un exercice où est-ce qu'on réalise, en fait, une espèce de vigilance de certains citoyens qui ont des privilèges. On parle du gouvernement, de l'État, certains fonctionnaires de l'État qui ont
en fait, ce qu'on appelle de la violence légitime entre leurs mains, qui peuvent tuer. C'est tout ça. C'est des citoyens qui s'engagent, qui s'investissent, qui s'impliquent, qui veulent exercer leurs droits et pour influencer des décisions. C'est un citoyen politisé, c'est un acteur dynamique. À mon avis, c'est un acteur fondamental du changement social. J'ose espérer que c'est des citoyens qui aspirent, en fait, à créer plus de biens communs et à pouvoir le conserver quand il y en a. Aujourd'hui, on sent qu'on est en mode résistance, en fait, face au bien commun. Il est attaqué de toutes parts. C'est avec ces idées-là en tête que moi, j'ai pris la parole dans les espaces politiques, comme le conseil d'arrondissement dans Ville-Marie. Je ne vous cacherai pas, ça a été une expérience frustrante. Je me suis senti méprisé à plusieurs reprises et j'ai senti beaucoup de cynisme aussi de mes concitoyens. C'était pas évident, mais frustrant parce que à un moment donné où est-ce que tu poses des questions et tu sens qu'ils ne te répondent jamais, où il y a une cassette qui embarque, puis c'est la même cassette que tu as entendue aux nouvelles la veille, et puis tu sens qu'ils ne veulent pas vraiment répondre aux questions. Ils ne sont pas là pour toi, ça a l'air de un petit peu les déranger, mais vu qu'ils sont professionnels, ben, ça paraît pas trop, genre en fait. Tu sais? Du mépris, ben, parce qu'on peut se faire dire comment poser nos questions aussi à un certain moment donné. On n'est pas correct, on se fait discréditer, on se fait ignorer, ils ne veulent pas répondre aux questions. Le cynisme mur à mur, il est très présent, vous ne le cacherez pas, vous devez le vivre aussi avec d'autres concitoyens. Bon, on se fait dire c'est des coups d'épée dans l'eau, ça fait longtemps que c'est le même, ça ne changera pas. C'est particulièrement déprimant, cette partie-là. Ils disent, bah, des pauvres, il y en a toujours eu. La corruption, c'est pas nouveau. Puis, c'est encore pire un peu quand tu te rends compte que tu es à peu près toujours les 10 ou 15 même au conseil d'arrondissement pour aller poser des questions. Chacun a à peu près ses thèmes récurrents qui sont importants, qui lui tiennent à cœur, pose des bonnes questions, s'informe sur le sujet, et toujours le mépris des élus qui arrivent. C'est déplorable. Pour les citoyens qui sont plus entêtés, qui veulent aller un peu plus loin, en fait, on a vu depuis les années 80, selon ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'il y a le système judiciaire qui est là, qui est à la disposition de ceux qui ont plus de ressources en société pour faire des poursuites contre les citoyens qui chercheraient à s'entêter un peu trop, en fait, pour analyser des projets, pour sortir. Ils vont être accusés de diffamation, vont recevoir, si vous voulez recevoir, des mises en demeure, qui est une lettre privée, en fait, qui menace d'une poursuite. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà reçu des mises en demeure. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Ensuite, ce qui se passe, l'autre étape après peut être des injonctions ou peut être carrément des poursuites, qu'on appellerait des poursuites bâillons. C'est une poursuite civile entre deux acteurs, en fait, mais qui a, si on veut, une relation de force très disproportionnée. Ça peut être une compagnie contre un citoyen qui dit, ben là, c'est en train de polluer dans ma cour, là. Puis là, ils veulent lui fermer la boîte, mais ils vont le poursuivre pour diffamation. Non, c'est pas tel produit. Vous êtes en train d'entacher l'image de la compagnie. Tout ça, poursuivre pour des centaines de milliers de dollars. Ça peut être ça peut être des gens qui soulèvent des débats publics importants. Je vais prendre le cas que probablement vous connaissez tous. Alain Deneau et le cas de Noir Canada et son livre. Ils ont subi des poursuites pour une somme de 11 millions de dollars pendant 5 ans. Ça a été la tourmente pour lui et pour les éditions Éco-Société. Tout ça sont des exemples de poursuites où est-ce que l'intérêt public est brimé, en fait. La liberté de parole est brimée. Il y a de la censure qui se crée parce que des gens ont peur des poursuites à ce niveau-là. La liberté d'expression est brimée. La liberté de presse est brimée parce que des journalistes qui ne voudront pas faire des recherches sur ça parce qu'ils vont avoir peur, ils vont se faire dire, ben regarde ça, tu peux pas dire ça par ton éditeur en chef. Puis j'aimerais bien ça que les gens de Radio-Canada puissent en fait m'en dire plus là-dessus. Je l'ai vu à l'ONF parce que j'ai des camarades qui ont travaillé là, à plusieurs endroits en fait. Donc, ça va pas bien. Puis aussi, quand il n'y a pas de liberté d'expression ou quand tu es entaché ou encadré ou
qui a une épée par-dessus pour couper la tête de lui qui va trop parler, le public perd son droit à l'information aussi. En fait, on est lésé comme public de ne pas savoir qu'est-ce qui aurait dû être dit, en fait. Ça, c'est une autre conséquence qui est très importante à mon avis. Pour conclure, parce que je m'arrêterai ici, je pense que c'est fondamental de pas juste demander des lois pour limiter les poursuites. Ce qui doit être fait, c'est d'approfondir nos droits à la liberté d'expression. Et en toutes ses formes, là, ça. Parce que la liberté d'expression, c'est aussi la liberté de manifester, c'est aussi la liberté de presse, en fait. Et ça, c'est fondamental à mon avis. Aussi, de demander, les politiciens, en fait, les gens qui sont soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement à Ottawa, ont ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Okay? Eux peuvent dire plein d'affaires puis ils ne se feront pas poursuivre. Mais cette immunité-là devrait retomber aux citoyens, genre, en fait. À mon avis, ça devrait être au niveau du citoyen qu'on a ça.